Bonjour à tous, bienvenue à votre deuxième cours de design web. Donc avant de commencer, on va regarder le devoir que vous aviez à faire. Je vais regarder avec vous ce que ça aurait dû ressembler, ou en tout cas proche de. Donc je vous avais donné des objectifs de mind map. Dans le fond, si notre client, dans le fond, nous a dit les besoins dans l'ordre, donc c'est de faire connaître nos produits, aller chercher du financement, créer une communauté de fidèles, trouver des talents et informer. Donc, si vous avez bien lu ça et analysé ça, vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Bon, là, je l'ai fait quand même pas pire détaillé. Ça se peut que vous ayez pas tout à fait la même chose. C'est correct. En tout cas, je vais vous l'expliquer, puis peut-être que ça va vous donner une meilleure idée un peu de ce que vous aurez dû faire. Donc, évidemment, on le fait toujours comme un organigramme euh, un petit peu comme dans le sens où ça va se passer. Donc, on se fait un genre de start. Donc, évidemment, les opérateurs, on va les différencier, ou les décisions, on va les différencier au niveau graphique. Donc, moi, en général, ce que je vais faire, c'est qu'une opération, je vais l'illustrer dans un losange comme ça. Donc, ça, c'est vraiment une opération. C'est pas quelque chose, il n'y a pas un bouton User Start, il n'y a pas un menu User Start, c'est juste une opération. Donc, User Start arrive sur le Home. Et donc là, le Home, oui, en effet, ça, c'est une page. Donc, je l'ai fait dans un rectangle. Et donc là, on voit qu'il y a un header, et là, on voit qu'il y a des petites lignes pointillées. Ça veut dire que c'est pas une navigation, c'est pas comme si on cliquait, on s'en allait sur header. C'est juste que le header fait partie de la page de base. Donc, je le mets ici au-dessus, et donc le header, si on le sait, le header va être tout le temps là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un header, c'est que peu importe où on navigue, à moins qu'on ait un lien externe, le header va demeurer ici. Donc, dans le header, il y a quoi? Il y a le logo et la navigation hamburger menu. Donc, il va y avoir un petit menu hamburger qui va nous permettre d'aller ailleurs. Donc, ça, c'est un menu et donc, c'est un bouton. Et donc, j'illustre les boutons ici par une autre forme, c'est-à-dire une espèce de rectangle avec une pointe. Donc, ça, c'est un menu. Donc, ça veut dire encore là que ça existe. C'est pas juste une opération, mais c'est un bouton. Donc, quand je clique dessus, ça décline quoi? Un choix d'aller ailleurs. OK? Donc, avant d'aller dans les autres menus, on va finir le Home. Donc, il y a quoi aussi? Il y a une démonstration du portfolio de projet, parce que c'était quelque chose qu'on citait ici, que faire connaître nos produits de jeux de développement. Donc, c'est la première chose qu'on voulait voir, c'est ça. Donc, Home, Heather, il est là. Portfolio, projet de jeu Dev App, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Et un Call to Action, plateforme d'achat. Ah, là, je remarque que c'est un petit quelque chose que j'ai oublié, mais c'est pas grave, on pourrait le rajouter facilement. Donc, j'aurais un petit bouton à ajouter ici et à écrire bouton Call to Action, achat, et ça mènerait à probablement une plateforme externe ou le magasin, peu importe, à détailler. Donc, vous voyez, j'ai bien oublié un petit bout ici que je vais m'empresser de faire après le cours. Mais donc, oui, c'est important de bien détailler. Et il y a le footer ici. Donc, le footer, qu'est-ce qu'il y a dans le footer? Encore une fois, c'est la même chose que l'header. Le footer se retrouve toujours là. Les réseaux sociaux, Contact Us, Subscribe and Legal Notice. Donc, le Legal Notice, c'est juste un petit copyright en bas à droite. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Mais les trois autres sont des boutons qu'on peut cliquer. Donc, si on clique, en fait, réseaux sociaux, c'est des social net buttons qu'on illustre ici. Donc, il va y avoir les trois petits logos. Si on clique, on s'en va respectivement sur les plateformes. Ensuite, le Contact Us, c'est un bouton, ou enfin, c'est un highlight ou un bouton. On clique dessus. Ça nous ouvre un formulaire dans lequel on entre notre nom, notre courriel et un court texte. Et donc là, ça va aller envoyer, et j'ai fait une section back-end. Donc ça, tout ce qui est dans des petites bulles arrondies, c'est pas des pages. C'est pas des pages qu'on arrive dessus. C'est des process, donc c'est des choses qui vont rouler en arrière ou qui vont appeler des actions dans le back-end. Donc quand je remplis mon formulaire, ben ça va aller triggerer un script d'auto-reply ou d'auto-forward request. Donc ça veut dire quoi? Ben je remplis le formulaire, je fais merci send, et il y a un script qui roule en background dans le back-end qui va envoyer dans le fond un email de confirmation à la personne qui a écrit merci de nous avoir écrit, et un auto-forward request qui va envoyer dans le fond à moi ou à la compagnie AJ ou peu importe à la personne au site web, qui va leur envoyer aussi hey gars, cette personne-là s'est enregistrée avec les informations. Donc encore là, on pourrait détailler un petit peu plus ici qu'est-ce qui se passe en back-end. Mais comme je vous dis, le but c'était quand même d'avoir un overview, là, un aperçu. C'était pas d'aller dans tous les détails et commencer à écrire tous les scripts et les fonctions. Ensuite, il y a le subscribe button. Quand on clique dessus, encore là, un formulaire, ça peut être un pop-up qui apparaît. Encore là, on ne détaille pas ça encore là. On est dans l'idée, on est dans le brainstorm des fonctionnalités. Donc, le formulaire, donc j'entre mon nom, mon email, et là, ça va être envoyé à une autre histoire en back-end pour la communauté, donc dans les mailing lists, donc le Kickstarter, Update and Subscriber, et ça va être vraiment géré par Mailchimp. Mais en gros, il va y avoir tout un système automatisé qui va autant redonner des nouvelles à ceux qui sont subscribed
au site web, mais aussi ceux qui sont subscribed à Kickstarter. Donc, évidemment, tout ça peut être géré par MailChimp ou whatever, un autre système externe qui est encore le back-end, qui n'est pas visible à la personne qui navigue sur le site. Bon, on parlait ici, bon, donc comme je dis, j'ai oublié de mettre le Call to Action plateforme d'achat. Il aurait fallu avoir quelque chose ici. Je l'ai oublié, je pourrais le rentrer, il reste de la place. Ensuite de ça, dans le header, si je clique sur l'hamburger menu, ben, il m'apparaît 3 autres menus. Donc, financement, talent et informé. Donc, si je clique sur financement, je me retrouve avec le lien Kickstarter. Donc, ici, on voit que ça amène à Kickstarter. Donc, là, je me retrouve sur la page Kickstarter. C'est externe. Encore là, j'aurais dû l'écrire à côté ou au-dessus, externe. Promo vidéo, pourquoi? Donc, ça va être dans la page. Donc, ça va être un promo vidéo qui est YouTube, mais qui va être imbriqué dans la page, qui explique pourquoi investir dans AG. Et un Call to Action Invest. Donc, quand je clique là-dessus, on a un formulaire encore là. Et là, voyez-vous, encore là, il y a des petites choses. C'est pas plus grave qu'il faut. Petite chose que j'ai oublié, j'aurais dû mettre un petit pointillé qui s'en va dans le back-end et qui dit, encore une fois, qui vient relier ici au auto-email. J'aurais dû avoir des petits pointillés comme ça qui vont là. Donc ensuite, dans le menu talent, ça nous mène à la page talent dans laquelle on a un Call to Action Collaborators. Donc encore là, quand on clique, ça nous ramène encore à un formulaire. Le Job Offer, là, ça c'est un lien externe qui mène à Monster. Et sinon, le dernier menu, c'est Informer. Donc, Latest News, Partners and Legal. Donc, Latest News, c'est un blog, un genre de blog qui va s'updater avec les références aussi à Kickstarter et les links externes. Donc, le blog, ça va être maintenu par le client, en fait, la personne chez Agis. Les Kickstarter Ref, ben ça va être à chaque fois qu'on publie sur Kickstarter, ça va envoyer dans le fond des updates à la page informée et des links externes. Ça peut être justement, je l'ai mis ici, un Automatic Retrieval Bot. Donc, ça peut être un bot qui cherche ou qui à chaque fois qui va aller chercher si on a parlé nous et qui va le poster dans les latest news. Donc voilà, il manque 2-3 petits trucs que j'ai oubliés, mais ça aurait pu être plus simple que ça. Mais en gros, on comprend, en faisant ça, après ça, si le client est d'accord avec ça, on a déjà une meilleure idée de comment on va construire notre site. On sait déjà qu'on va avoir 4 pages principales, on va avoir un header, un footer, on va avoir des process en background et on va avoir un menu et plusieurs boutons. Et donc, on a l'idée générale de navigation de notre site. D'accord? Donc, voilà. Fait que si vous avez quelque chose de similaire, tant mieux. Sinon, ben écoutez, posez-vous les questions à ce que vous avez oublié ou ce que vous avez manqué. Vous pouvez évidemment m'écrire sur Teams si vous avez des questions. Alright, donc voilà. Maintenant, deuxième cours. Aujourd'hui, on va parler de public cible et donc on va parler de différentes méthodes. À qui cela s'adresse-t-il? Âge, mentalité, intérêt, génération, facteurs psychologiques et physiques et exemples. Donc, identifier le public cible. Oui, généralement, quand on travaille avec un client, le client va avoir un département, ça dépend de la grosseur du client, là, mais il va avoir un département marketing. Et donc, généralement, ce département marketing-là va avoir fait le travail. Ils vont vous dire, ben nous autres, ça s'adresse à X, Y, Z, notre clientèle, c'est ci, notre public cible, c'est ça. Donc, encore là, ça dépend toujours des projets. Donc, généralement, une grosse compagnie va avoir un département marketing, ou si vous travaillez pour une compagnie comme Absolunet, ben, tu sais, ce travail-là va avoir été fait pour vous. Mais dans le cas où vous êtes plus dans une petite compagnie, ça peut être bon de poser des questions, donc, qui est le public cible? Donc, on ne peut pas vraiment entrevoir la conception d'un site sans savoir à qui il s'adresse. Je vous dirais, on peut, mais ça va donner quelque chose de pas très satisfaisant. Donc, évidemment, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre la différence. Tu sais, à qui on s'adresse? Est-ce que je m'adresse à des jeunes? Est-ce que je m'adresse à des vieux? Est-ce que je m'adresse à des parents? Est-ce que je m'adresse à... Bon, tu sais, il faut déterminer un peu. Et dépendamment de ça, le contenu va changer. On va mettre des choses de l'avant ou d'autres pas. Donc, il est important de comprendre la différence entre public cible et clientèle. Le public cible est celui que vous voulez rejoindre avec votre site. La clientèle est celle qui utilisera le produit ou service. Donc, encore là, ça peut être la même personne, mais des fois, ça peut être séparé. Donc, vous pouvez aller cliquer sur ce lien-là. Ils vont vous l'expliquer, mais un bon exemple de ça, c'est, comme je disais, si je suis une compagnie de jeux, en général, de jeux pour enfants, ben, la clientèle, c'est les enfants. Entre guillemets, c'est à eux que mes produits s'adressent. Mais évidemment, c'est pas eux qui vont les acheter, c'est les parents. Donc, mon public cible, c'est les parents. Donc, tu sais, ça dépend encore là, il faut le savoir, parce que est-ce que mon site est un site où je fais des transactions en ligne pour vendre le produit, ou mon site est un site le fun où je veux mettre de l'avant mes produits, mais de façon correcte
pour m'adresser à ma clientèle. Donc, encore là, ça se pourrait. Là. Il y a peut-être des manières c'est difficile. Encore là, on joue dans des plates-bandes difficiles, mais il y a peut-être façon de faire un site web pour les enfants et donc ma clientèle deviendrait le public cible sans leur vendre quelque chose. Pardon. Donc, ce serait un site web qui, en gros, pourrait être le fun pour les enfants qui viennent jouer, puis qui, en même temps, parle de ce que j'offre pour les enfants. Mais souvent, au niveau légal, c'est dangereux parce qu'on n'a pas le droit de solliciter les enfants directement. Donc, exemple, si ma compagnie, c'est Megablocks, ben mon site web va peut-être être le fun, tout ça, pour que mais, tu sais, je vais garder en considération que les enfants vont être avec leurs parents et qu'il faut que je parle aux parents parce que c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui vont acheter les Megablocks. Donc, bien identifier le public cible et la clientèle, c'est différent. C'est pas nécessairement toujours la même. Et avec notre client à nous, donc le client qui veut un site web, il est important d'établir s'il y a un type de public cible et une clientèle cible en particulier. Le groupe d'âge aussi est important. Est-ce qu'ils font partie d'une génération particulière? Encore là, c'est pas systématique, mais il y a quand même des tendances par génération. On s'entend que si on s'adresse aux baby boomers sur un site web, on a un bassin plus réduit, mais il va falloir faire très attention de ne pas aller trop dans l'innovation ou des choses qui risqueraient de les confondre ou de les perdre. Qu'est-ce qui les motive à venir sur notre site? Donc, c'est quoi leur intérêt quand ils viennent? Ça aussi, c'est important à savoir. S'ils viennent, en fait, parce qu'ils sont intéressés à acheter notre jeu de société et qu'il n'y a pas de lien rapide pour arriver là, ben on passe à côté du bateau. Et qu'est-ce qui les motive à demeurer sur votre site aussi? C'est important. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont rester là, avoir le goût de voir plus de votre site? Donc, c'est quoi leurs intentions, leurs motifs? Évidemment, n'oubliez pas de faire vos propres recherches ou de poser des questions. Le client peut se tromper. Donc, si vous faites quelque chose, vous pouvez toujours dire je suis pas certain pourquoi on met ça de l'avant, il me semble que ça fait pas de sens. Bref, soyez pas condescendants, soyez respectueux, mais ça se fait discuter ces choses-là. Prioriser certains groupes. Donc, une fois la liste établie, il faut établir la priorité de chaque public cible. Donc, il peut y avoir plus qu'un, c'est pas nécessairement juste un type de personne, ça peut être plusieurs personnes, plusieurs groupes. Donc, déterminer quel public cible correspond le mieux pour atteindre les objectifs du client. Déterminer l'impact de chaque groupe et établir la priorité. Donc, rendement, monétisation, évangélisation et trafic. Donc, encore là, l'impact. Ben, exemple, même si notre public cible, c'est des baby boomers, si on sait qu'il y a plus de chances que ça soit qu'il va y avoir quand même des jeunes qui vont venir, mettons des plus jeunes, leurs enfants, puis qui vont peut-être, ces enfants-là, dire « Ah, moi, je vais acheter ça en cadeau à mes parents », ben là, on va peut-être savoir que le bassin de public cible, c'est les baby boomers, mais que le peu de générations plus jeunes qui ont des parents baby boomers qui vont venir, ou le moins grand nombre, vont tellement être actifs qu'on peut même déterminer que ce groupe-là va avoir plus d'impact. On peut dire, ouais, mais les jeunes qui vont venir acheter le cadeau vont avoir plus d'impact parce qu'ils vont en parler beaucoup plus sur le Facebook, vont en parler beaucoup plus sur les réseaux sociaux, vont en parler entre amis, tout ça. Tandis que on risque d'avoir moins d'impact au niveau évangélisation ou trafic chez les baby boomers, même si c'est notre groupe principal à qui on s'adresse. Donc, encore là, il faut bien déterminer comment tout ça tout l'impact derrière chaque groupe, établir la priorité, justement, pour déterminer comment on va établir et designer notre site. Vérifier la synergie possible entre les différents groupes aussi. Donc, simplifier, regrouper et créer un portrait clair et valider avec le client. Encore là, ça fait partie des stratégies genre qu'un groupe de marketing va faire. Ça peut être fait, vous pouvez le faire. Donc, facteurs psychologiques. Donc, évidemment, il y a différents facteurs qui vont influencer comment le public cible va interagir avec notre site. Et maintenant qu'on a fait une liste claire du public cible, on va rechercher à établir quels sont les facteurs psychologiques de différents groupes individus. Et oui, je ne vous cacherai pas qu'en marketing et en publicité et tout ça, il y a beaucoup de psychologie. Hein? Il y a même des psychologues qui se sont spécialisés dans leur carrière, non pas à traiter des gens, mais à étudier le comportement humain pour pouvoir faire vendre des trucs. Ça paraît un peu malsain, en effet, mais c'est ça. Donc, il y a beaucoup de psychologues qui travaillent à établir quels sont les réflexes de la pensée, comment un humain réagit, quelle couleur va l'affecter plus, etc., etc. Et donc, les gens en marketing, souvent, ont fait des cours de communication, mais il y en a certains qui ont fait même des cours de psychologie. Surtout psychologie de la vente, je pense que ça s'appelle, en tout cas. Donc, quels sont les facteurs psychologiques? Donc, valeur. Qu'est-ce qui est important pour le public cible? Donc, quelles valeurs ont-ils? Exemple, si on s'adresse à des plus jeunes, souvent, l'écologie, la planète, ça va être beaucoup plus important pour eux. Donc, si on crée un site, même si on fait un site pour vendre, mettons, des chaussures,
il peut être important de mettre beaucoup de l'avant que nos chaussures sont éco-responsables. Ça peut faire toute la différence dans le processus de vente, OK, ou le processus pour faire connaître le produit. Intérêt, quels sont ceux qui vous sont connexes? Oui, parce que même si vous vendez des souliers, ben des souliers, ça sert à faire quelque chose. Donc, des fois, on peut vouloir mettre de l'avant, pas nécessairement le soulier, mais à quoi il sert. Donc, on va peut-être dire, hey, c'est nous autres, c'est des souliers, mais notre soulier qui est vraiment populaire, c'est notre soulier pour faire du vélo. Donc, on va peut-être vouloir finalement beaucoup mettre le vélo de l'avant et créer un engouement autour de cet intérêt-là pour vendre nos souliers ou les faire connaître. Bagages et angles émotionnels. Sont-ils sensibles à quelque chose en particulier? Détestent-ils quelque chose? Sont-ils sympathiques à quelque chose? Y a-t-il une émotion qu'ils chérissent? Donc là, on parle plus de bagages émotionnels. C'est sûr que les valeurs aussi, c'est important. Mais bagages émotionnels, c'est plus une sensibilité à quelque chose. Donc, c'est pas nécessairement avec les valeurs, mais plus la perception. Donc, exemple, si on a un groupe de gens qui ont très à cœur la langue française, parce que c'est quelque chose, ben là, ça tombe des valeurs. Je vais essayer de trouver un meilleur exemple au niveau de l'expérience. Ben, c'est ça. Donc, si c'est un groupe, mettons, de gens qui sont sensibles, exemple, à la lumière, hein? Ben, on va pas aller faire exprès de faire un site complètement blanc qui est vraiment bright au niveau de la perception, ou si on sait que c'est un sujet sensible et que les gens sont sensibles à, mettons, des images graphiques, ben, même si on va traiter d'un sujet, exemple, la guerre, où on a un site qui veut justement dire, on aide à, exemple, moi je crée un site, c'est pour un client qui va dans les endroits qui ont eu des guerres pour aller, mettons, réparer puis arranger. Bon, si la clientèle, c'est une clientèle qui est publique, puis c'est pas des gens qui sont habitués, c'est pas des militaires, ils sont pas habitués à avoir des corps ensanglantés, ben c'est peut-être une bonne idée de ne pas mettre des images de guerre intenses sur mon site web pour aller les chercher. Donc encore là, ça n'a rien à voir avec les valeurs, ça a plus attrait avec la perception. Donc, je vais faire une autre approche au niveau émotionnel. Je vais peut-être aller chercher dans autre chose. Je pourrais peut-être montrer des photos du après, montrer comment les gens sont heureux et souriants et dire, regarde, nous, c'est ça qu'on amène dans la vie des gens. Tu sais, des sourires. On parle d'environnement détruit et on les reconstruit après les guerres. Et donc, ça encore là, ça va avoir un angle. Ça va complètement influencer. Ou je pourrais avoir l'inverse, où je dis ça, c'est du monde là, qui en ont vécu. Il faut vraiment aller chercher dans leurs émotions. Donc, on va mettre des images très graphiques là, pour que tout de suite, ils arrivent et que ça leur coupe le souffle puis qu'ils sentent tellement mal que, ils vont investir dans nos projets. Bref, encore là, c'est un autre... C'est pas nécessairement avec les valeurs, c'est vraiment au niveau de la perception, de l'émotion, à quoi avec quoi ils connectent, avec quoi ils relate. Donc, encore là, c'est important. Personnalité, attachement culturel, ont-ils une personnalité d'un certain type, appartiennent-ils à un groupe, font-ils partie d'une certaine culture? Ben oui, évidemment, un type de personnalité, tu sais, mettons qu'on parle des snowflakes, j'aime le terme, mais tu sais, un peu des gens qui sont très offensés facilement, ben encore là, on va avoir une approche différente. Si on parle aussi à une communauté, exemple, si on fait un site web pour les droits des Autochtones, ben ce serait peut-être le fun de ne pas juste mettre des hommes blancs avec des cravates partout dans nos images. Donc, ça aussi, c'est important à savoir. Et goût et préférence, ben oui, encore là, est-ce qu'il y a des goûts, des préférences chez ces gens-là qui feraient des choses qui vont les motiver positivement? Facteur physique, ouais, ça on en prend moins compte, mais il faut quand même en prendre compte parce que c'est sûr que généralement les gens vont accéder à notre site via un ordinateur ou un mobile, mais bon, il faut quand même penser à ça un petit peu parce que, évidemment, il y a une interaction physique malgré tout avec un site web, ok? Donc maintenant vous avez une liste claire du public cible, recherchez à établir quels sont les facteurs physiques des différents groupes et individus. Donc, autant au niveau de la représentation que de l'interaction, il faut y penser. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs physiques chez ce groupe-là, des signes particuliers physiques? Peut-on reconnaître un attribut physique particulier à ce groupe? Tu sais, si je fais un site pour... encore là, on peut dire que culturellement, il s'identifie, mettons, les petites personnes, ben, ça serait bien de le considérer quand même, dans le sens visuel ou représentatif, tu sais. Ou sinon, ben... tu sais, encore là, c'est peut-être pas un site pour les tatous, mais si je remarque
ah, c'est drôle, tu sais, je fais des focus group, puis tout le monde qui vient à mon focus group ont des tatous. Puis ça a l'air que je savais pas, moi, mais dans le fond, je vends des produits qui n'ont pas rapport avec les tatous, mais ça a l'air que, je sais pas pourquoi, tu sais, c'était peut-être une crème, c'était un produit dermatologique pour la peau. Moi, je fais juste ça pour les gens qui ont la peau sèche, des choses de même. Finalement, je découvre que, ah mon Dieu, c'est donc bien drôle, parce que ça donne que ma crème, elle est bonne pour les gens qui se font faire des tatous. Après, en fait, un tatou, ça a l'air que c'est la meilleure. Bon, ben, je vais peut-être mettre l'emphase sur cet attribut physique-là, parce que c'est physique, finalement, le tatou, finalement, pour aller comme mettre des images sur mon site ou aller parler à eux autres, à ce groupe de gens-là. Ou enfin à des gens qui ont cette particularité physique-là. Ça peut aller de toutes les ranges. Là, on parle autant de couleur de cheveux jusqu'à grandeur ou des choses comme ça. Mais c'est important de les considérer. Les sens aussi, c'est pas souvent que ça arrive, mais faut-tu solliciter plus ou moins? T'sais? Je donne toujours l'exemple, si c'est un site web pour les personnes malentendantes, ben, tu sais, on va pas focuser sur le son. On va pas commencer à faire un site web designé avec full de son. Tu sais, ils l'entendront pas. Je peux pas vraiment donner l'exemple pour des aveugles parce qu'évidemment, ils viendront sûrement pas sur notre site, mais bon, parce qu'ils verront absolument rien. Mais c'est difficile de naviguer juste à l'ouïe. Mais bon, tu sais, c'est quand même important de penser à ça, à ce niveau-là. Et aussi au niveau de comment ça... Tu sais, justement, peut-être la musique, ces choses-là, aussi au niveau des sens. Tu sais, si on met de la grosse musique intense, il y a peut-être des gens qui aiment moins ça. Donc, pensez à la perception aussi au niveau physique. Est-ce qu'on a une approche plus auditive, visuelle ou kinesthésique? Auditive, c'est que, mettons, on se rend compte que notre clientèle, c'est des gens qui aiment plus lire ou voir, écouter du texte. Ben, on va focuser là-dessus. Si c'est plus visuel, on va mettre plus de graphiques ou on va mettre plus de vidéos. C'est kinesthésique, on va essayer d'avoir une approche plus interactive, plus basée sur l'action de l'usager. Évidemment, les générations plus jeunes, en général, préfèrent kinesthésique et vidéo, tu sais, audiovisuel, mais très, très visuel, donc pas de texte à lire. Les plus vieux, ça peut être l'inverse. Bien qu'ils aiment un peu tout, mais ils vont quand même aimer des titres ou ils sont habitués de lire. Donc, chercher l'information, souvent pour eux, c'est comme ils ne penseront pas à cliquer sur une vidéo, ils vont chercher dans le texte ou des choses comme ça. Limitations physiques, ont-ils des limitations physiques considérées, vue basse, fauteuil roulant, dextérité réduite, des choses comme ça. Aussi, ça peut être important au niveau des couleurs, si c'est des gens qui ont une vue basse, qui ont la difficulté, le contraste peut être important à mettre une emphase là-dessus. Fauteuil roulant, évidemment, plus dans le sens où c'est quelque chose qu'on peut rappeler. Ou même ça va avec la dextérité réduite, ben, au lieu de faire un site web où il faut cliquer sur plein de menus et constamment déplacer sa souris, on va peut-être créer un site qui est juste un big scroll down, une grosse page qui est déroulante. Fait comme ça, la personne a juste à rouler sa souris vers le bas ou peser page down, puis c'est tout. Pas besoin de cliquer, de naviguer. T'sais. Pour nous, on prend pour acquis la souris, là. Mais imaginez quelqu'un là, qui a un bras un peu déformé, qui a de la difficulté, là, ben, c'est pas évident de naviguer avec une souris, là, t'sais. Fait que on peut trouver encore là, considérer ça et changer notre site web en fonction. Appliquer du design, donc identifier comment on peut rejoindre les motivations et valeurs du public cible, considérer chaque aspect psychologique et physique et leur implication quant au design et dresser une liste des éléments à prioriser. Donc c'est un peu toujours la même chose quand on parle de mind map ou de planification. C'est toujours une question de faire une liste, identifier, brainstormer, faire de la recherche, ensuite considérer ça, prioriser chaque chose et déterminer, ouais, ok, ça c'est plus important que ça. Et finalement, dresser une liste, faire un graphique clair qui représente cette priorisation-là et l'emphase à mettre. Exemple avec agis.ca, donc quand on regarde un peu, on va regarder un site pour le fun, juste voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. C'est un de mes vieux sites que je ne m'ai pas mis à jour malheureusement. Éventuellement, ça sera à faire. Mais justement, si on va sur, mettons, un site comme Agis ici, on pourrait se demander, mais à qui ça s'adresse? Okay? Et donc, il y a un petit peu justement des design flow au niveau de ce site-là, parce que c'est pas super clair. Okay? Justement, il peut y avoir certaines confusions, parce qu'on n'est plus sûr si ça s'adresse à des gens pour vendre des produits, ou si ça s'adresse à des gens pour trouver du financement, des partners. Donc, évidemment, si on regarde un site comme ça, bon, on voit que c'est un site qui parle de projets de développement et d'applications, ici, des jeux surtout, des applications, des jeux, bon, tout ça.
On voit ici que c'est de mettre de l'avant la mission est de mettre de l'avant des idées, de trouver du financement pour des projets, de produire les projets et de les distribuer. Donc, en gros, c'est une petite compagnie d'idéation et de création et de distribution de produits. On voit, bon, ici qu'il y a un petit timeline qui a commencé avec de la promotion et finalement s'est transformé à de la production d'événements. Donc, on voit un timeline ici que du logo, Partners in Fun, il y a des partners, In Studio Production et Bastien Art, et d'autres collaborateurs, tout ça. Donc, on voit un peu à travers tout ça rapidement que, dans le fond, c'est beaucoup des projets de jeux et d'applications. Donc, le public cible, ben, ça va s'adresser à qui? Ben, c'est là où c'est difficile, mais on peut un peu penser qu'il y a un côté promotion au niveau des produits. Donc, on pourrait dire qu'il y a un public cible dans le désordre, là. On pourrait parler de gamers, on pourrait parler il y a des choses de formation, si on regarde certains projets. Donc, des projets de formation en ligne. Il y a aussi des applications. Et ensuite de ça, il y a quoi? Ben, ouais, il y a des jeux aussi. Fait que donc, des jeux. Donc, la clientèle, il part ou la public cible, ça peut être des gamers, des gens du domaine de l'éducation, des amateurs de solutions applicatives, des amateurs de technologie. Il y a une partie qui parle d'investissement, donc de partnerer d'investissement plus ici, donc de parler de financement. Donc, les investisseurs, il peut y avoir des influenceurs. Bon, ils sont tous dans le désordre ici. OK, ça, c'est la clientèle cible, pardon. La clientèle cible, c'est ceux qui vont acheter le produit. Donc, c'est des gamers du domaine de l'éducation, des amateurs de solutions applicatives et des amateurs de technologie. Donc, ça, c'est à qui ça s'adresse, ces produits-là. Donc, ça, c'est à eux que ça va être vendu. Maintenant, le public cible, qui va être intéressé par ce site-là? Ben, des investisseurs qui veulent participer à ces projets-là d'investissement, des influenceurs qui vont venir voir ça, trouver ça le fun et partager parce que c'est quand même des projets assez indépendants. Des gamers qui peuvent arriver et trouver ben c'est le fun, il y a des jeux, je suis intéressé de l'acheter, je peux l'acheter sur Steam. Domaine d'éducation, ben encore là, il y a des gens dans le domaine d'éducation qui ont des outils qui vont peut-être pouvoir se servir. On revient avec les amateurs de solutions applicatives et les amateurs de technologie. Et donc, la clientèle cible n'est pas nécessairement les investisseurs. La clientèle cible, c'est vraiment les gens qui vont acheter ces produits-là. Donc, on peut, après ça, faire une déclinaison. Donc, on peut dire, ben, dans les gamers, qu'est-ce qu'il y a dans les gamers? Ben, il y a des indie, casual, hardcore, average. C'est sûr que c'est des projets plus indie qu'on trouve ici. Donc, ces indie se passeraient avant les autres, parce que c'est des petits projets plus indépendants. Dans le domaine d'éducation, évidemment, e-learning serait plus populaire parce qu'on parle de projets de e-learning. Donc, ça serait ceux qui passeraient en premier. Évidemment, tous les enseignants, professeurs peuvent être intéressés. Et finalement, peut-être le système scolaire, parce qu'on pourrait peut-être dire, on pourrait implémenter ces solutions-là dans nos cégeps ou dans nos écoles. Les investisseurs, bien évidemment, crowdfunding, parce qu'il y a beaucoup de Kickstarter dans ces affaires-là. Évidemment, on peut aller vers des anges qui vont peut-être trouver ces projets-là intéressants ou des organisations qui vont peut-être vouloir financer le développement de ces projets-là. Donc, les influenceurs en gaming, en e-learning et interactif. Les amateurs de solutions applicatives, ben, on a des accès sur des solutions d'apprentissage et des solutions d'optimisation. Et finalement, les amateurs de technologie, donc tout ce qui est rapport au training, au VR et au haptique. Donc, de faire une liste comme ça, non seulement ça aide à savoir un petit peu comment on pourrait orienter le design d'un nouveau site pour ce client-là, qui ne l'a pas mis à jour depuis un bon bout de temps. Si on regarde 2017, c'est probablement la dernière fois, donc il y a 3 ans, peut-être si pas plus. Donc, comment on pourrait optimiser ce site-là pour le mettre plus à jour, le faire plus intéressant, amener des call to action? Ben, ça serait justement en priorisant ces choses-là et en regardant tout ça. En terminant, ben, ça donne aussi une idée, cette liste-là. Si on veut faire de la publicité sur Facebook ou sur Google, ou tout ça, Google Ads, ça donne un exemple aussi des types de personnes vers qui, ou des types de groupes vers qui on pourrait, si on veut, orienter la publicité. Donc, c'est tout pour le cours 2. Je vous demande, qu'est-ce que je vous demande cette semaine comme exercice? Ben, je vous demande de trouver un site web que vous connaissez ou que vous avez déjà vu et de faire la liste des clients potentiels et du public cible. Donc, vous allez faire un peu comme j'ai fait dans le document ici. Vous allez, au pire, vous tracer une liste comme ça rapidement, pas dans le bon ordre. Et après, vous allez dire, OK, ben la clientèle cible, c'est ça. Et le public cible, c'est ça. Et essayer de les mettre dans l'ordre.
OK? Donc, clientèle cible et public cible, vous allez me faire une liste comme ça et les mettre dans l'ordre. Et si vous êtes capable de les décliner comme ça, avec plus de détails, ça peut être une bonne chose de votre public cible. Donc, là, c'est pas tout dans l'ordre, mais en gros, vous auriez clientèle cible, public cible et ça, et votre public cible, mettez-les dans l'ordre. Et si vous êtes capable de décliner, bien, déclinez-le. Donc voilà, c'est tout pour le cours numéro 2. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre un petit peu mieux comment on fait une approche de design. Et on se revoit la prochaine fois pour le cours numéro 3. Bye bye!